Non, allez-y. Non, c'est bon. Ah oui, par rapport à la Texas. Il faut savoir que, pour répondre à la question de mon ami Dr Bara, le coronavirus, le virus lui-même, ce n'est pas le virus qui tue. C'est vraiment la guerre entre l'immunité de la personne, le système de défense de la personne et le virus. Donc cette guerre, c'est comme dans l'hépatite B, on peut avoir une hépatite B fulminante, on va mourir parce que le système immunitaire est tellement féroce contre le virus que ça va détruire tous les foies. Et c'est la même chose, c'est à peu près, c'est toujours l'exemple que je prends, mais c'est à peu près la même chose au cours du coronavirus. C'est vraiment le système immunitaire, l'emballement cytokinique. Il y a un emballement du système immunitaire qui se met à attaquer sur tout ce qui bouge. Donc, ça détruit les cellules partout dans l'organisme, que ce soit au niveau pulmonaire ou ailleurs. Et cet emballement, on donne la corticothérapie parce que le professeur Farol l'a dit, c'est immuno, les corticothérapie. Ça diminue l'inflammation, ça diminue aussi les systèmes de défense de l'organisme. Donc, la conséquence de tout ça, c'est d'essayer de baisser l'inflammation et d'essayer de baisser l'immunité. Mais elle est bien encadrée. Elle est bien encadrée parce que tous les patients qui sont asymptomatiques ou les formes légères de COVID qui ne nécessitent pas oxygénothérapie, il ne faut surtout pas mettre, en tout cas nous ici, notre comité scientifique a décidé de ne pas mettre de corticothérapie parce que ça peut entraîner une exacerbation de l'infection. Par contre, les gens qui sont à une phase inflammatoire très sévère, avec des CRP très sévères, ces gens, et qui ont une saturation en oxygène qui est inférieure à 92%, donc chez qui il y a une oxygénodépendance, la corticothérapie peut apporter beaucoup de choses, calmer l'inflammation, immunomodulateur, et je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à en tirer de cette corticothérapie. Il y a beaucoup de bénéfices, des études l'ont démontré. Hein. Actuellement, s'il y a un traitement à prendre dans le monde pour la prise en charge et qui a vraiment un tout petit peu révolutionné la prise en charge de Covid-19, c'est les corticoïdes. C'est les corticoïdes. Même si sur vraiment la mortalité globale, lors de la première vague, on n'utilisait pas du corticoïde, mais on utilisait quand même l'hydroxychloroquine, azithromycine. Et cette deuxième vague, on utilise les corticoïdes, mais on n'utilise pas l'hydroxychloroquine, azithromycine. Il n'y a pas une très grande différence sur la mortalité. Il y a une question. Peut-il se développer sur la vaccination? Peut-il se développer sur la stratégie nationale? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème? Non, ici, peut-il développer, c'est-à-dire il vous demande s'il peut développer la vaccination comme stratégie nationale? Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire l'intérêt de la vaccination. Le comité scientifique, qui a envisagé de la stratégie de vaccination? Qui a vacciné? Les personnes à vacciner? La stratégie, on n'a pas encore statué sur ça, mais la vaccination, en tout cas, s'il faut être guidé, il faut être guidé par 3-4 choses. Première chose, c'est le coût des vaccins. Sauf si on a un médecin qui nous donne le vaccin gratuitement, mais il y a des vaccins qui coûtent extrêmement cher, et j'ai dans ma présentation à plus de, je sais pas moi, 80 € la dose, et des vaccins qui coûtent 2-3 € la dose. Donc le coût pour nous, pays en développement, est très important. Deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la logistique que demande cette vaccination. Comment conserver les vaccins, comment transporter les vaccins et comment vacciner. Et ça, c'est pas la même chose pour tous les vaccins. Il y a des vaccins, comme je l'ai dit aussi dans la présentation, qui nécessitent une logistique qu'on n'aura presque pas, parce que même des pays développés ont eu des problèmes avec ces stratégies vaccinales. Et enfin, si je peux le dire ainsi, voir avec les fabricants. Ça ne sert à rien de s'entêter de vouloir acheter un vaccin dont le fabricant vous dit qu'il vous serait livré que dans 1 année ou dans 6 mois, après avoir fini de livrer tous les pays les mieux dotés ou les plus nantis. Il faut voir aussi les délais de livraison des vaccins. Si on a un fabricant, moi je m'en fiche que ça vienne de Russie ou, excusez-moi le terme, ou de Chine,
Mais l'essentiel, c'est que actuellement, tous les vaccins sont à peu près de la même efficacité sur les formes graves. Je ne parle pas des autres formes, mais les formes graves, même les vaccins russes ou les vaccins chinois, efficaces à presque 100%. Donc, les choix doivent être portés sur les délais de livraison, est-ce qu'il faut attendre 1 an ou 2 mois ou 3 mois, sur la logistique et sur le coût. Et si on demande mon avis, ce sont des axes de réflexion qu'on peut avoir. Ok, merci beaucoup. Moi, je crois que... Et les stratégies vaccinales, c'est comme partout, les personnes à haut risque de formes graves doivent être les personnes prioritaires. Merci beaucoup. Moi, je crois que les réponses ont été bien claires. Oui, allez-y. Qu'en est-il de la pertinence de la prise en charge nutritionnelle dans le protocole de prise en charge globale par l'utilisation jugulée des micronutriments? Bon, pour la prise en charge nutritionnelle comme nutritionnelle, de quel aspect, les microéléments ou vraiment nutrition? La prise en charge nutritionnelle dans toutes les maladies à sa place, c'est une prise en charge holistique. Il ne faut pas séparer le médical du social, du nutritionnel ou les autres. Donc, c'est une prise en charge qui est globale. Et je pense que tout le monde, les nutritionnistes, le psychologue, parce qu'il y a aussi les aspects psychologiques de cette maladie, les internistes, les médecins, tout le monde a sa place dans cette prise en charge. Mais ici, au niveau des hôpitaux, ce qu'on a remarqué, en tout cas, nous, c'est qu'on a, pour la prise en charge, l'alimentation de nos patients, on a des traiteurs. Tous les patients qui sont hospitalisés sont pris en charge à 100%. Du moment où ils rentrent à l'hôpital, ils coupent complètement avec leur famille. C'est l'hôpital qui se charge de tout. Il y a un traiteur qui amène le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Sauf que le Mauritanien a un mode de vie alimentaire qui est très difficile. Vous lui amenez des poissons beurre le matin, lui, il ne veut pas ça. Il veut autre chose. Vous lui amenez des entrées, je ne sais pas, salade, pommes avec le poulet. Lui, le soir, il va vouloir son couscous. Donc, la prise en charge nutritionnelle, on fait beaucoup de choses, mais je vais dire, elle n'est pas parfaite. Et on peut l'améliorer par, comme l'a dit mon collègue, en associant du zinc ou autre chose. Mais tout le zinc ou la vitaminothérapie, c'est vraiment un plus. Ce n'est pas ça qui va sauver la vie des malades. Merci, docteur Soufiane. Vous avez bien respecté le temps. Nous, actuellement, on a gagné 10 minutes pour le temps prévu. Et je crois que le secrétariat doit prendre note des recommandations. Il y a une recommandation qui a été faite par rapport à tous les participants par rapport au Conseil national de scientifique. Et il y a ce matin aussi des recommandations par rapport à l'accessibilité aux données pour les chercheurs. Moi, je crois que ça c'est des recommandations qui doivent, issues de cette conférence, qui doivent ressortir. Donc, nous vous remercions beaucoup. Et je crois qu'Ali, qui va modérer cette séance, est absent. Il y a le professeur Bari qui va assurer la modération. Merci beaucoup. Donc, on remercie encore une fois le Dr Soufiane pour sa très riche et brillante contribution. Donc, il nous a édifié beaucoup de choses sur cette pandémie. Je rappelle quand même, c'est le monsieur pris en charge au niveau national de la Covid. Donc, ce n'est pas n'importe qui. On le remercie vraiment encore une fois d'avoir pris son temps précieux pour nous accompagner depuis le matin jusqu'à maintenant.